Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, le temps est souvent abordé comme une contrainte, un agenda à remplir, des délais à tenir, des priorités à arbitrer dans l'urgence, mais cette lecture est incomplète car le rapport au temps ne se joue pas seulement dans l'organisation des tâches, il se joue aussi dans la qualité de la présence. Il existe une dimension intérieure du temps, celle de l'ici et maintenant, une attention à ce qui est, une posture juste face aux circonstances, une conscience de soi qui suppose du recul, du silence et un rapport apaisé à l'instant. Et puis il y a une dimension extérieure, celle de la gestion du temps comme ressource, atteindre des objectifs, respecter ses engagements, préserver un équilibre entre vie professionnelle, familiale, sociale, bien-être personnel, hein. Et c'est un défi que d'aucuns enjambent facilement et puis nous y intéressons. Et ceux qui ont des avis, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous avons plaisir à retrouver Philippe Ballot qui nous accompagne pour ces 2 heures d'émission. Nous nous intéressons à la gestion du temps. Autant. Et bien entendu, nous restons ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole, toujours. C'est au standard. Philippe Ballot qui est consultant, qui est coach, qui est formateur. Il a une vie dans l'entreprise en tant que directeur des ressources humaines. Et la nature fait que nous essayons d'une certaine manière d'avoir plus de contrôle et donc plus d'attention au temps qui passe. Et dans l'entreprise, on s'y intéresse, dans sa vie personnelle également, puisque ce sont des arbitrages auxquels, disons, des arbitrages qui viennent à nous et qu'on est censé trancher dans sa vie. Parfois, ce sont des arbitrages qu'on tranche parfois inconsciemment. Alors, quelles sont les dimensions du temps qu'il s'agit, entre guillemets, d'observer, de mieux observer pour mieux cheminer dans sa vie? Merci Badre tout d'abord pour votre invitation et surtout de pouvoir aborder ce sujet crucial entre tous, si je puis dire, et qui reste un défi majeur pour la plupart des managers que je rencontre, c'est-à-dire comment utiliser au mieux cette ressource qu'est le temps, de façon, d'une part, sur le plan professionnel, à atteindre les objectifs qui me sont impartis, et dans les délais qui plus est. Oui. Comment trouver un équilibre personnel entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Voilà déjà une première problématique, un premier défi qui est assez intéressant. Maintenant, pour répondre directement à votre question sur quels sont les différentes, les différents aspects du temps, il me plaît de distinguer le plan intérieur et le plan extérieur. Alors je m'explique. Bien sûr, sur le plan extérieur, nous savons, on vit notre existence, on est né à un tel moment, on mourra à tel moment, le plus tard possible, si possible. Mais voilà un laps de temps qui nous est donné pour construire quelque chose dans notre existence sur le plan professionnel, social, familial ou autre, etc. Et donc là, effectivement, c'est intéressant de dire, tiens, j'ai envie de réussir dans la vie, j'ai envie de réussir, d'apporter ma contribution, de faire quelque chose de positif. Et donc, c'est très important. Mais il y a une autre dimension sur laquelle je tiens à insister parce que j'ai presque envie de dire que notre monde actuel vit à une telle vitesse de l'immédiateté permanente qu'il nous extrait de nous-mêmes en quelque sorte. Il nous porte en permanence à dextra, vers l'extérieur. Mais c'est normal parce qu'on se dispute notre attention et donc on use de 1000 ruses pour, entre guillemets, attirer notre attention qui est une valeur marchande. Exactement. Donc, et c'est tout à fait ça. Et justement, c'est le danger se situe là, c'est-à-dire que nous sommes en permanence sollicités par l'extérieur. Quand je vois ces jeunes qui se baladent avec le Walkman sur les oreilles, qui sont sur leur iPhone en permanence, ou qui mettent une musique à tout berzingue, on se dit, mais quel temps leur reste-t-il pour leur intériorité ? Quel temps leur reste-t-il pour, comme disaient les anciens, habitare secum, c'est-à-dire habiter avec soi, c'est prendre le temps de l'intériorité. Et l'intériorité suppose le silence, le retour à soi, le développement de la conscience de soi. Il y a une période, entre guillemets, de laquelle on se rapproche, c'est le ramadan. Absolument. Où, à grande échelle, les uns et les autres, ils sont invités à ce retour. Bon, après, dans la pratique, c'est une autre paire de manches. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est que nos traditions de sagesse de vie ou religieuse... Dans toutes les traditions religieuses, il y a effectivement ce temps de silence auquel on y est invité d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr. Ce sont des retraites. Alors aujourd'hui, même des fois, on parle de retraite de silence, indépendamment du cadre religieux, Philippe Ballot. Mais le dhikr, par exemple, c'est bien ça, le rappel à soi, c'est revenir à soi.
redire ad cor, revenir au cœur, est-il dit dans le christianisme. Et effectivement, tous ces temps, que ce soit le ramadan, que ce soit le carême, que ce soit les retraites vipassana, par exemple, Ah oui, etc., dans le bouddhisme. dans le bouddhisme, et dans lesquels on nous invite précisément à ce retour à soi. Pourquoi ? Parce que le silence est l'espace, j'ai envie de dire, le lieu et l'espace dans lequel autre chose peut se manifester en nous, nous permet d'entrer en contact avec l'intimité de notre être, le profond en nous, ce que Carl Jung appelait le soi, c'est-à-dire cette dimension d'intériorité qui est le fondement, le socle de notre personnalité. Et donc prendre le temps de ce retour à soi, de cette conscience de soi, de ce travail sur soi. C'est intéressant, je lisais une sourate du Coran, je crois que c'est la sourate 3, qui explique, qui dit que le temps, grosso modo, hein, je cite de mémoire, le temps c'est la malédiction de l'homme. S'il ne fait pas ceci et cela, c'est-à-dire le temps, s'il n'est pas mis à profit pour travailler nos énergies intérieures, pour labourer nos terres intérieures, Oui. Voilà, on perd le temps précieux qui nous est imparti. Oui, et la difficulté, c'est que si on parle du temps comme une ressource, Oui. c'est que on ne prend pas nécessairement pour le coup le temps de lui donner une direction. Nous avons une énergie, cette ressource, cette énergie, entre guillemets, nous conduit à désirer, à vouloir, et quand on désire et quand on veut, on n'explore pas nécessairement le bien fondé de la direction qu'on donne aux actions qu'on mène. Alors c'est magnifique ce que vous dites, parce que moi, là, vous utilisez un terme qui, pour moi, est un terme central, qui est le terme du désir. L'être humain est un être de désir. La question, c'est d'interroger son désir. Vers quoi me porte-t-il ? Vers quoi me porte-t-il ? Et vous voyez, je pense qu'il y a, au cœur de l'humanité, il y a une soif, j'ai presque envie de dire une soif d'absolu. Nous avons une nostalgie dans le cœur humain, il y a une nostalgie d'une sorte de plénitude. Oui. Et malheureusement, il est clair que les nourritures terrestres, psychiques, matérielles ne suffisent pas à apaiser une soif qui n'est pas de leur ordre. Oui. Rappelez-vous cette phrase magnifique de Mallarmé qui disait « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. » Oui. C'est le désespoir total. Ah, mais c'est aussi parce que dans les quêtes qu'on peut avoir, on veut posséder des biens, on peut posséder tout court, on veut posséder aussi la connaissance. Donc il y a un amas. Et la connaissance elle-même peut faire l'objet de ce désir-là, c'est-à-dire le désir d'accumuler. Donc Philippe Ballot, on gère aussi le temps tant bien que mal dans notre émission. Je vois que le temps file à grande vitesse, 10h19 minutes précisément. Alors on a à peine eu quelques propos d'introduction. Nous aurons bien entendu toute la latitude de réfléchir ensemble sur cette question qui nous intéresse ce matin. Nous restons aussi ouverts à vos avis, à vos questions si vous souhaitez intervenir. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission qui se poursuit quelquefois pendant les respirations musicales. Alors nous nous intéressons spécialement au temps dont nous disons qu'il avait deux dimensions, Philippe Ballot. Absolument, donc la dimension d'intériorité qui pour moi est primordiale parce qu'on a tendance à la négliger aujourd'hui. Comme vous le disiez très bien, nous sommes tellement sollicités extérieurement pour nous investir dans de très nombreuses choses qui peuvent être tout à fait édifiantes et positives et saines. Mais à partir du moment où elles nous externalisent à ce point de nous-mêmes, que nous perdons contact avec nous, nous devenons, j'ai presque envie de dire aliénés. Aliéné, c'est un terme qui vient du latin, alienus, qui veut dire un autre, mais aliéné, c'est le fou. On peut finir par être à ce point étranger à soi-même en réalité. Et ça, c'est une perte considérable, puisque, comme nous l'évoquions tout à l'heure, je dirais que, les seules choses sur lesquelles nous pouvons capitaliser, que nous sommes certains d'emporter avec nous, si tant est que, comme beaucoup le croient, un au-delà existe, ce ne sont certainement pas ce qui a une valeur marchande que nous emportons avec nous, c'est tout ce qui est de l'ordre de la gratuité, en fait. La générosité, l'amour, le sens d'autrui, la bonté, toutes ces choses qui en fait contribuent à quoi ? Mais à édifier notre être intérieur, à faire de nous une belle personne, si je puis dire. Et donc, c'est intéressant de se dire, mais est-ce que je cultive mon jardin intérieur ? Je crois que c'est Platon qui disait, il n'est pas digne d'être un homme celui qui ne s'interroge pas sur lui-même. Oui. Et oui, je pense que tout être humain a cet appel à non seulement réaliser quelque chose dans le monde extérieur, laisser sa marque, sa trace, oui, mais également édifier son être intérieur. Ça me semble essentiel. Édifier son être intérieur. Alors c'est ce qu'on a appelé dans une précédente émission le chemin du dedans.
Alors, Oui. dans ce chemin du dedans, bon, si on ne voit pas qu'il y a une distance à parcourir, on n'est pas spontanément amené à vouloir faire un bout de chemin dans cette direction, Philippe Ballot. Et beaucoup de ceux qui nous écoutent se demandent bien, alors quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on y trouve? Y a-t-il quelque chose à regarder de ce côté-là? Et la réponse n'est pas nécessairement évidente. Alors, elle- votre remarque appelle pour moi deux éléments de réponse. Parce que dans le Oui. parcours académique et scolaire, ce ne sont pas, entre guillemets, des aspects qu'on essaye d'ouvrir à la perception particulièrement. Et toute la science et toute la technique nous amènent à nous intéresser au chemin du dehors le Oui. plus souvent. Exactement. Alors l'école a effectivement un rôle d'instruction plus que d'éducation. L'éducation, je crois, relève surtout des parents. Donc l'école amène une instruction, éventuellement des repères sociaux et moraux, qui sont indispensables, bien entendu, pour le vivre ensemble. Maintenant, toute cette dimension d'intériorité et d'éducation de soi, en quelque sorte, vous en faisiez la remarque, où est-ce qu'on, à quoi, quels sont les, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, enfin bon, quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer? Pourquoi Oui. ce travail intérieur? Oui. Pour une Bah, raison. qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Parce que Qu'est-ce qu'il y a des à fois, le découvrir? plaisir de la découverte est suffisamment alléchant ou intéressant pour que on ait l'envie de regarder de ce côté-ci. Voilà. Alors, pour moi, j'y vois deux avantages majeurs, Mm. et qui sont deux pulsions, j'ai presque envie de dire deux instincts vitaux de l'être humain. Qu'est-ce que nous, quelles sont nos quêtes fondamentales? Je crois qu'il y en a deux. Il y a une quête de liberté, d'une part, et il y a une quête d'amour. Ces deux éléments-là, chez l'être humain, sont fondamentaux. Alors, la difficulté pour beaucoup d'entre nous, ce sera de trouver les chemins qui nous mènent à cette liberté, qui nous mènent à l'amour. Alors, c'est intéressant de se rendre compte qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres particulièrement conditionnés, parce que nous avons des conditionnements évidents, sociaux, culturels, religieux, familiaux, psychologiques. Donc, tous ces conditionnements, limite, entravent notre liberté. Parce que nous sommes conditionnés, nous sommes parfois agis par des patterns psychologiques, par des conditionnements culturels ou sociaux, qu'il faut que nous sommes dans la réaction. Nous sommes des êtres réactionnels, mécaniques. Et donc, il n'y a Oui. pas de liberté. Et donc, Oui, le oui. chemin intérieur nous permet de prendre conscience, de devenir lucide de ces conditionnements et, jusqu'à un certain point, de nous en affranchir. Et donc, voilà un immense bénéfice déjà du travail sur soi, c'est de dire, mais prendre conscience de tout ce qui fait des conditionnements auxquels mécaniquement, enfin inconsciemment, je suis identifié, Oui. mais qui peuvent être souffrants pour moi ou dans mes relations à autrui. Mm. Et donc l'idée, c'est prendre conscience de ces conditionnements, m'en affranchir et gagner ainsi des espaces de liberté intérieure, de choix, qui sont extraordinaires. Et là, c'est une aventure intérieure remarquable. C'est une aventure de grande liberté intérieure. Alors, des fois, bon, il y a des mots auxquels on donne des définitions dont on a une compréhension qui n'est pas nécessairement celle qu'on devrait adopter. Parce que dans une précédente émission, nous parlions des jeux de Lego, et les jeux de Lego, c'est dominer, posséder, parfois Oui. le désir d'être reconnu. Alors, Oui. ce dernier point étant quelquefois la définition qu'on donne à l'amour, qu'on essaie de cultiver dans sa vie, c'est-à-dire le besoin de se lier à des personnes qui reconnaissent en soi une certaine valeur. C'est exact. Et je pense que ce besoin de reconnaissance est un des besoins essentiels de l'être humain. Avec les besoins enfin, on peut revenir aux différentes théories de Maslow sur la dynamique des besoins. Les besoins, Oui. bien sûr, physiologiques, les besoins de sécurité, de reconnaissance, les besoins d'accomplissement. Parce que Maslow a été un peu purgé de ce qui en faisait l'essentiel, à mon sens. Quand on relit Maslow dans le texte, il nous amène clairement vers une recherche d'accomplissement, j'ai presque envie de dire intégrale, de la personne humaine, qui prend non seulement en compte les dimensions physiologiques, psychologiques, également spirituelles. C'est-à-dire quel est le sens. Et là, on en revient à cette question de sens, voyez-vous. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en totale déshérence et en total oubli. On parlait du désir il y a un instant, mais vers quoi me porte mon désir? Il y a cette phrase fameuse qui dit « Là où est ton trésor sera ton cœur ». Mais où est mon trésor? Quel est mon cœur? À quoi est-ce que j'aspire? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie? Vous voyez, ça, sont des questions Si je ne essentielles. me fais pas de place au chemin du dedans, je ne risque pas nécessairement de bien entrevoir, disons, la forme, ni la couleur, ni le goût de ce trésor-là. Alors, il est 10h29, Karim Donné s'achemine vers le plateau, il va nous présenter les actualités. Quant à nous, on reprendra notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Philippe Ballot et nous parlons de la
la gestion du temps et effectivement, on évoquait peut-être cette différence entre l'extérieur et l'intériorité, parce que bon, on peut observer le temps comme une ressource et dans l'entreprise, bah, ce qu'on met au service du groupe, c'est une quantité d'énergie, une somme de compétences. Et bien entendu, le temps qui est codifié dans le code du travail et ainsi de suite. Donc on va passer peut-être 8 heures dans l'entreprise. En tant que chef d'entreprise, on va, entre guillemets, s'organiser de sorte à avoir une forme d'efficacité, donc à gérer le temps des autres et gérer le temps, le sien, qu'on investit d'une certaine façon au service d'une organisation et d'un but. Alors ça, c'est effectivement l'extériorité. Nous évoquons le chemin du dedans, ce qui peut nous amener à nous y intéresser, mais on n'a pas effectivement abordé ce point qui est le moyen d'y parvenir, Philippe Allot, Le moyen de parvenir à cheminer sur ce premier sentier que nous avons esquissé avant la respiration musicale, à savoir le chemin du dedans. le chemin du dedans. Oui, c'est-à-dire ça donne la capacité de mieux entrevoir les désirs, les mécanismes qui sont agissants à l'intérieur de soi-même pour donner une direction au temps tel qu'on voudrait l'employer pour sa propre vie. Mais en quoi ça consiste? Alors on évoquait bien entendu, disons, le temps tel que dans certaines traditions spirituelles et dans nos religions, on est invité par les moyens du silence à retrouver cette connexion-là dont nous parlions, mais pour ceux qui effectivement y sont étrangers, on ne voit pas bien comment cheminer sur cette voie-là, Philippe Allot. Alors c'est très intéressant. Je discutais avec un ami hier euh, qui, qui était assez remonté contre certains discours du développement personnel dans lesquels on dit voilà, deviens la meilleure version de toi-même. Il dit j'en ai assez de ces injonctions qui m'enferment dans un devoir-être. Oui. Je me suffis à moi-même, je me suffis à ce que je suis. Alors, je peux comprendre la démarche, mais ce qu'il me disait en même temps, que là je le rejoins pleinement, il dit mais laissons à chacun le loisir de faire son chemin à son rythme. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Chacun. C'est une très belle phrase de Rilke qui disait, Le poète. oui, qui disait, je cite de mémoire, chaque être se défend et se développe selon son mode, à tout prix et contre tout obstacle. C'est-à-dire, il y a en chacun d'entre nous, je pense, une pulsion de vie et un chemin à réaliser. Et le chemin n'est pas nécessairement... Alors oui, il y a des gens qui choisissent, vous l'évoquiez il y a un instant, des gens qui choisissent des chemins très balisés parce qu'ils ont un tel besoin de sécurité qu'ils ils n'osent pas s'écarter des chemins balisés de la tradition, quelle qu'elle soit. Et d'autres qui ont peut-être une âme peut-être plus aventureuse et qui veulent faire leur chemin propre, leur chemin personnel. Alors, ben oui, et ce chemin ne fait pas l'économie du tâtonnement, des erreurs. Donc on avance qu'à un cas, peut-être, mais on avance quand même. Et l'idée, c'est de faire ce chemin. Alors, quelle est la boussole? J'aime bien ce terme de boussole ou de compas intérieur. Je pense que nous avons tous une capacité. Vous savez, il y a un sens intérieur qui nous permet d'apprécier si tel pas que je fais, si telle décision que je prends est juste, est-ce qu'elle est ajustée, est-ce qu'elle fait sens. Et donc, ce mot du discernement pour moi est essentiel. Un discernement en conscience devrait nous accompagner pratiquement à chaque pas de notre existence. Et je dirais que le discernement est un muscle. C'est un muscle à travailler. Et plus je suis sensible à travailler cet organe du discernement, plus je l'affine. Et plus je l'affine, plus il y aura une spontanéité, si vous voulez, j'ai presque envie de dire de nature spirituelle, une spontanéité qui me fera tendre vers ce qui est adéquat, juste, pertinent, ce qui fait sens pour moi et pour autrui. Donc, pour répondre à votre question, mais de quoi ce chemin est-il fait? Oui, et de quoi ce chemin est-il fait? Comment on peut l'habiter, ce chemin? Parce que on décrit une destination ou un intérêt, ou une possibilité, ou un horizon qui s'ouvre. Mais ceux qui ne l'ont pas entrepris, effectivement, pour eux, c'est un chemin obscur. Alors, oui, il peut l'être. Je dirais deux choses. Il y a un discernement en conscience qui peut nous accompagner. C'est-à-dire garder cette position méta, cette façon d'être au balcon de soi-même et d'observer ce qui sont mes... Tiens, je prends telle décision, mais qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je recherche au travers de cela? C'est-à-dire, c'est avoir une sorte de sens intérieur qui permet de retrouver le cap,
le sens, de m'aligner à ma boussole intérieure. Je sens que ça ne me convient pas, je sens que c'est pas juste, je sens qu'il y a une hésitation, il y a quelque chose qui m'alerte. Et il faut tendre l'oreille à cela. Tendre l'oreille pour dire attends, qu'est-ce qu'on veut me susurrer ici? Qu'est-ce qu'on veut me faire entendre? Philippe, si tu réponds à ce mail de façon trop rapide, ça va pas le faire. Hein? Oui, mais j'ai envie de l'envoyer ce mail parce que fais attention, tu risques d'en payer les conséquences. Hein? Ne sois pas dans la réaction, sois plutôt dans la réponse, comme on l'évoquait dans notre dernier entretien. Il y a une grande différence entre la réaction et la réponse. La réaction est mécanique spontanée, c'est stimulus-réaction. Tiens, prends-toi ça dans la figure. Ça, je risque d'être dans la réaction. Par contre, la réponse, c'est prendre le temps de pondérer les choses, voir si c'est juste, si c'est approprié, adéquat. Eh bien, rien que cela, déjà, nous permet déjà d'apprivoiser des énergies qui sont des énergies animales, réactionnelles, si vous voulez, mécaniques, pour les remplacer par quelque chose de plus juste, de plus centré, de plus conforme à moi, si je veux dire. Et c'est un chemin qu'il s'agit peut-être, ou c'est un espace qu'il s'agit d'accroître. Oui. Et les moyens de l'accroître dans son expérience, c'est effectivement peut-être la plus grande des difficultés, Philippe Ballot. Alors, à chaque moment, on peut avoir ce questionnement qui peut-être peut nous éviter les réactions qui engendreraient des conséquences qu'on désapprouverait. Mais c'est un muscle qui se travaille. Mais comment, Philippe Ballot? Par l'exercice, comme tous les muscles. Par l'exercice, c'est-à-dire Oui. prendre le temps de l'arrêt. Et ça ne demande pas nécessairement une réflexion rationnelle ou intellectuelle. Il y a parfois une simple saisie, si vous voulez, une saisie intuitive qui est un warning, une sorte d'alerte. Il dit, Philippe, oui, j'aime bien cette notion de... C'est pas un processus nécessairement rationnel ou mental. C'est parfois une alerte de type intérieur, un feeling, une sensation, une gêne, une légère inquiétude, ou voilà, une alerte qui me dit, ici, il se passe un truc, prends le temps de l'arrêt. Et cet arrêt est voilà, c'est une sensation sur laquelle, voilà, là, il est important que je m'arrête et que j'interroge. Mais souvent, ce qui fait que quelquefois, je peux étouffer cette alerte que d'instinct je peux avoir et qui se déclenche presque de façon spontanée face aux événements qui m'arrivent. Oui. Si je lui fais place, je risque de l'écouter. Et dans ce sens, le risque souvent, c'est le risque que je prends, c'est peut-être de déroger à des règles sans lesquelles, effectivement, le bon fonctionnement d'une organisation, que ce soit la famille, que ce soit l'entreprise, c'est ce qui risque d'en pâtir, quelquefois. Si j'ouvre cet espace-là, je me dis, est-ce que j'accomplirai mon devoir ? Est-ce que si je laisse cette place-là qui me dit c'est inconvenant de faire ceci et que je l'observe et que malgré tout je continue en observant cette inconvenance d'une certaine manière, je me retire, j'ai envie de faire autre chose, ça aura aussi des conséquences que spontanément j'ai envie de ne pas envisager, Philippe Ballot. Oui. Ce sont souvent des préoccupations peut-être qui sont liées à la survie. Alors la responsabilité financière que j'assume dans la famille, la responsabilité qui m'incombe dans l'entreprise, souvent. Oui, et voyez-vous, puisqu'on est que notre sujet aujourd'hui c'est le temps, il y a un aspect du temps qui est la précipitation. Et cette précipitation est toujours très préjudiciable. Parce que la précipitation m'amène souvent à être dans la réaction et non pas dans la réponse. Et je me précipite sans avoir considéré le pour et le contre ou sans avoir simplement apprécié la situation. Parfois, le long terme, et ça, nous y reviendrons à ce long terme quand on parlera de la gestion du temps dans l'entreprise. Mais les temps longs sont des temps qui vont à l'encontre, une fois de plus, des multiples sollicitations de notre quotidien. Il faut une réponse là tout de suite maintenant. Eh bien non, dans certains cas, je pense qu'il faut laisser décanter les choses, laisser décanter et se dire, je prends le temps, je laisse le temps au temps, pour éviter d'être dans la précipitation, mais être plutôt dans le kairos, c'est-à-dire dans l'instant présent, dans l'instant juste. Et c'est une ascèse, au sens premier du terme, c'est une discipline de vie. Ah oui, mais c'est un terme grec, là. Le kairos, certains, effectivement, on l'utilise comme, disons, la présence par rapport à la possibilité qu'on a de saisir l'opportunité qui se présente face à l'événement, de le tourner en sa faveur. Oui. Et ça, ça c'est effectivement une autre dimension, c'est-à-dire se rendre prêt à
à tourner en sa faveur les événements extérieurs qui nous arrivent. Oui, c'est bien ça. C'est Oui. bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est, et une fois de plus, vous voyez qu'on reste vraiment dans le même domaine. C'est tout ce qui a trait à la conscience de soi, à l'attention à soi, à la présence à soi. Alors quand je dis ça, ça suppose également la qualité de la présence à autrui, bien entendu. Toute cette conscience de moi n'aura aucun sens si elle ne me permet pas d'être plus ajusté, adéquat, respectueux, bienveillant à l'égard d'autrui. Hein. On n'est pas enfermé dans une petite bulle personnelle, moi, moi, moi. Il y a vraiment toute la relation à autrui, la relation en collectif, hein, qui s'inscrit dans ce rapport au temps. Mais voyez-vous, tout ce qui est de l'ordre du temps long, du discernement, de prendre le temps. J'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin qui disait « À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on en finit par oublier l'urgence de l'essentiel ». Et ça, c'est extraordinaire. L'urgence de l'essentiel. Où se situe notre essentiel? C'est important qu'on s'arrête là-dessus. Mais quel est le principe directeur de mon existence? Quelle est la vision qui me porte? Qu'est-ce qui fait sens? Tant qu'on ne s'est pas arrêté sur ces questions essentielles-là, qui vont donner du cadre à ma vie, un cap, une dimension. Montaigne disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ignore son port d'attache. Qui ignore son port d'attache. Donc, quel est mon cap? Quelle est la destination? Où veux-je arriver? Et comment vais-je manœuvrer cela? Oui, nous on vient d'arriver à la respiration musicale, Parfait. dont on va profiter à l'instant même avec les auditeurs. Et bien entendu, nous restons toujours ouverts par principe à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Philippe Allot, qui est formateur, qui est consultant, qui est coach. Et nous nous intéressons à la gestion du temps. Alors, il y a cette dimension d'intériorité, il y a cette dimension d'extériorité. Alors, nous évoquions le kairos. Dans l'entreprise, la gestion du temps, le temps se gère, parce qu'on organise effectivement la façon dont les équipes vont déployer cette quantité d'énergie et de temps à des activités qu'on définit en fonction effectivement des inclinations des uns et des autres, qu'on essaie de déceler dans ces fameux entretiens d'embauche. Oui. Et si cette notion du temps me séduit tellement, et si j'ai voulu y travailler comme je le fais encore aujourd'hui, c'est parce que le temps se trouve à la charnière pour l'entreprise de deux pôles essentiels. Le premier, c'est bien entendu le temps comme ressource dont je dispose. Vous savez, tout manager dispose d'un ensemble de ressources, que ce soit du temps, que ce soit des moyens financiers, que ce soit des compétences, que ce soit des moyens techniques, que ce soit de l'espace, peu importe. Nous disposons d'un ensemble de ressources pour atteindre les objectifs de notre fonction. Donc, qu'est-ce qui va faire la valeur ajoutée des managers? Une des grandes valeurs ajoutées du manager, c'est son aptitude à une affectation optimale des ressources limitées dont il dispose pour atteindre ses résultats. Je veux dire par là qu'il y a deux managers peuvent atteindre les mêmes résultats, mais l'un va le faire avec une débauche totale de moyens, donc il va mettre un temps fou, il va épuiser ses équipes, il va dépenser un argent dingue pour arriver à ses résultats, alors qu'un autre peut arriver au même résultat avec une très grande économie de moyens. Et ça tiendra à quoi? Ça tiendra précisément au temps qu'il prendra pour réfléchir à l'affectation optimale des ressources dont il dispose. Donc le temps est une ressource à gérer, donc ça c'est un aspect essentiel, mais il y a un autre aspect du temps dans l'entreprise également, c'est les risques psychosociaux. Je constate au travers des séminaires que j'anime qu'un des facteurs de stress négatif le plus important, c'est le temps. Pourquoi? Parce que c'est la pression des échéances, c'est la charge de travail, c'est tout ce qu'il faut atteindre comme objectif dans des délais qui sont parfois très courts et qui me sont impartis, c'est la pression de l'urgence, des urgences opérationnelles. Et excusez-moi, mais c'est une souffrance pour certains qui est réelle. Ça entraîne, on le sait, le burn-out, épuisement, grosse fatigue, dépression, voire malheureusement suicide. Oui. Donc je veux dire, voilà pourquoi le temps est tellement important. D'abord, c'est une ressource essentielle pour le manager et c'est un facteur de bien-être ou de mal-être. Bien entendu, d'ailleurs, on évoquait le stress. C'est une façon, entre guillemets, d'accélérer le temps. Quand on puise dans cette énergie-là, c'est que quelque part, oui, on essaye d'avoir un surplus d'énergie pour arriver à atteindre des objectifs qui nous sont assignés. C'est-à-dire que dans la quiétude, dans le calme, dans la tranquillité, il nous apparaît plus difficile de les atteindre. Oui. Et c'est parfois, disons, un levier sur lequel certains puisent cette énergie manquante, ou certains, effectivement, quelquefois, en tant que dirigeants, utilisent davantage ce levier pour stimuler les équipes. Alors, je peux le concevoir de façon ponctuelle. Mais faire fonctionner les gens à plein régime en permanence, c'est de la torture. C'est-à-dire que c'est inadmissible. Parce que c'est mener les personnes... Enfin, aucun système
ne peut fonctionner en sur-régime en permanence. Ça finit par griller le moteur. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité, bien sûr, du management à ce niveau-là. Elle me semble essentielle. C'est le pouvoir. Vous savez, quand on réfléchit à cette dimension des risques psychosociaux, on se dit, mais qu'est-ce que l'entreprise met en œuvre pour assurer un certain bien-être de ses collaborateurs? Et justement, le niveau de pression qui est mis, le niveau d'urgence qu'on impose, contribue à pouvoir créer un certain mal-être. Maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que chaque collaborateur de l'entreprise est responsable de sa propre santé physique et psychique. Et donc, à lui de voir où se situer. C'est de nouveau une question de discernement et de choix et de priorité. Où est-ce que je mets la priorité? Il y a des gens qui... Vous savez, moi j'ai vu en 30 ans de carrière en formation, j'ai vu des gens qui étaient dans un état lamentable. Hein. Alors, ils avaient réussi dans la vie. Voilà, ils avaient atteint des belles fonctions, des beaux postes, ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas vu leurs enfants grandir, leur femme ou leur mari les a quittés, ils se retrouvent seuls. Voilà. oui. Oui, donc, une fois encore, c'est une question de Oui, mais choix. ça, c'est la terre brûlée. Ben oui, exactement. Mais malheureusement, l'ego peut nous porter à ça. C'est-à-dire, regarde le triomphe social, regarde ma carte de visite, regarde Oui. la voiture que j'ai, etc. Et c'est d'une tristesse parce que ça laisse un goût d'amertume et de... Voilà, j'ai sacrifié l'essentiel, donc qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. J'ai sacrifié l'essentiel qui étaient les liens familiaux, sociaux, affectifs, etc. Pourquoi pour une carte de visite qui brille. Mais c'est pathétique d'en arriver là. Voyez-vous. Oui, mais disons, les signaux d'alerte sont donnés dans toutes les traditions Oui. religieuses et spirituelles. Ça s'appelle la vanité. Exactement. Et l'hubris. Bon, Tout à fait. Hein. donc, oui, il y avait on ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Eh non, les chemins sont balisés pour ceux qui, en tout cas, les limites, Oui. les alertes sont là. Hein. Oui. Après, chacun de voir ce qu'il en fait. Et Mais il y a parfois, enfin, je sais presque envie de dire heureusement, mais sans être cynique du tout par rapport à ça, mais il y a parfois des rappels brutaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la personne prend conscience du fait qu'elle s'investit de façon excessive dans la poursuite d'objectifs, de réussite sociale, etc. Mais parfois, c'est un accident de la vie. Alors, Oui, une et- maladie, un cancer, une perte d'un être cher, une faillite. Vous voyez. Et là, parfois, ça amène des personnes à se dire, à revenir aux fondamentaux. Hein. oui, et d'ailleurs, souvent la raison pour laquelle on a parfois quelques difficultés disons, prendre cette pause pour observer les moteurs qui sont agissants en soi-même, c'est justement la crainte qu'en s'arrêtant, on puisse, disons, perdre l'envie d'aller dans la direction qu'on a envie d'entreprendre spontanément. Mhm. Et cette crainte-là de l'interrogation peut pousser à la fuite en avant, c'est-à-dire la volonté de se noyer dans l'action. Alors nous Voilà. avons aussi des chemins balisés, 10h59, bientôt 11h00, on l'avait annoncé tout à l'heure, Mourad Baba se joindra à nous dans quelques instants, il va nous présenter les actualités en langue arabe et on reprendra la suite de notre émission qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et nous nous intéressons ce matin à la gestion du temps. Nous sommes avec notre invité Philippe Ballot et nous évoquons effectivement les deux dimensions, l'intériorité, l'extériorité. Quand on parle du temps en tant que ressource, effectivement, nous sommes amenés à nous intéresser à son extériorité. Et de ce point de vue, alors la transition de l'un à l'autre, les liens qui existent effectivement entre les deux aspects ou les deux dimensions, Philippe Ballot. Alors revenons aux fondamentaux. Je pense que l'essentiel, c'est d'abord être au clair par rapport à soi sur ce que sont nos aspirations, vers quoi me porte mon désir, ce qui fait sens dans ma vie et quels sont les invariants ou les fondamentaux en tout cas sur lesquels qui donnent du cadre et du sens à mon existence. Une fois que cela est clarifié, on peut effectivement s'intéresser davantage à la façon dont je vais réaliser. Quel est le chemin de vie sur le plan existentiel, j'ai envie de dire. Sur le plan existentiel, quel est le chemin de vie que je vais mettre en œuvre, que je vais me choisir pour pouvoir à la fois cultiver cette intériorité et lui donner une traduction dans le monde extérieur qui correspond à mon génie propre, à mon charisme, à mes compétences particulières, à mes envies, à mes choix, à mes goûts, à mon plaisir. Oui. Vous voyez, ne boudons surtout pas notre plaisir, au contraire. Et donc, l'idée, c'est celle-là. Maintenant, sur le plan de l'entreprise, comme je le disais, ben oui, j'ai une mission au sein de l'entreprise. J'ai une mission qui se caractérise par quoi? Par une valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? Qu'est-ce que je suis censé lui apporter? Et donc, je dirais qu'en termes de gestion du temps, dans l'entreprise, la première chose à faire, c'est d'avoir un cadre clair, là aussi. C'est savoir quel est le deal. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Et être au clair, je suis frappé de voir à quel point certains managers ne trouvent pas cet ajustement mutuel, ou ne cherchent même pas cet ajustement mutuel avec leurs collaborateurs.
Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le deal? Est-ce que ton manager sait... est-ce que tu sais ce que ton manager attend de toi? Oui, mais ce sont des frontières qui ne sont pas toujours définies et Non. que l'expérience nous amène à définir, c'est-à-dire à tracer les frontières oui, de ce que je suis prêt à admettre, à accepter, et ce que je suis amené spontanément à refuser tout net, parfois de façon virulente. Effectivement, cette frontière-là n'étant pas toujours définie, c'est le temps qui l'a définie pour nous, dans cette relation au travail, pas toujours en notre faveur, Philippe Ballot. Exact, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'un cadre clair permet d'éviter ce genre de frustration, d'irritation, d'ennui, voire de conflit. C'est-à-dire un cadre clair. Un cadre clair, c'est définir clairement ce qu'est ma mission. Alors une mission dans l'entreprise se définit par quoi? Elle se définit par un verbe d'action et une finalité. Ma valeur ajoutée dans l'entreprise, ma fonction dans l'entreprise, ma mission dans l'entreprise consiste à... Alors, si je prends par exemple le cas des ressources humaines, quelle est la mission d'un DRH? Ma mission consiste, j'improvise, ma mission consiste à offrir offrir à l'entreprise un personnel compétent et motivé de façon à lui permettre de remplir ses résultats ou sa performance. Voilà, donc très rapidement dit, donc chaque fonction dans l'entreprise a une finalité, elle a une raison d'être, voilà, une raison d'être et une finalité. Mais non seulement chaque fonction, mais donc chaque individu dans l'entreprise a une mission, il a une fonction propre qui vise une certaine finalité. Et être au clair par rapport à ça, dire est-ce que c'est bien ça, chef, que tu attends de moi, est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que le deal c'est celui-là? Mais dans la pratique, c'est se demander si on est censé répondre à un mail qu'on nous envoie à 21h30. Alors, d'accord, là on entre plus dans les, comment dirais-je, dans le modus operandi. Une fois que la fonction est définie, que le cadre de la mission est clair, quelles sont effectivement les limites humaines que moi je m'autorise à mettre, hein, ou que je définis parce que ça respecte mon intégrité familiale par exemple, mon intégrité simplement de mon écologie personnelle. Vous voyez, je pense que on peut, une fois de plus, le management peut mettre une pression. Ah, si tu veux grandir dans l'entreprise, si tu veux monter, si tu veux faire tes preuves, viens, vas-y, encore plus loin, Oui, etc. sois Fais généreux dans davantage. l'effort. Oui, Hein, oui, c'est ça. sois généreux dans l'effort. Sois généreux dans l'effort. Et Oui. bon, là, je pense que c'est à chacun. D'abord, je pense que c'est une question de culture d'entreprise, ça aussi, hein. Et là, je crois que le management porte une fois de plus une responsabilité énorme. C'est-à-dire, est-ce qu'on tolère certaines choses? Moi, je suis parfois frappé du décalage qu'il y a entre les valeurs affichées, j'ai presque envie de dire pour des raisons de marketing vis-à-vis de l'extérieur, voire de l'interne, et puis des protocoles, des procédures ou des pratiques en interne qui vont en totale contradiction avec ça. Vous voyez, ça, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et pouvoir le cas échéant, le dénoncer. On ne peut pas prétendre qu'à la fois on vise le bien-être des gens et effectivement leur mettre une pression telle qu'on les retrouve en burn-out. J'entendais une personne un jour qui disait oui, mais enfin 3% de burn-out dans l'entreprise, c'est acceptable. Mais c'est scandaleux de dire des choses pareilles. C'est totalement scandaleux. Oui, même si ce que nous disions, c'est qu'il y a toujours une responsabilité individuelle de savoir Voilà, effectivement où mettre le curseur de ce que je suis prêt à accepter exactement. et ce que je suis amené par nécessité à redéfinir comme étant une frontière à ne pas franchir. Tout à fait d'accord. Philippe Ballot. Alors, il y a un fascicule où, dans des séminaires consacrés effectivement à cette thématique, il y a les 7 règles d'or que vous souhaitiez partager avec ceux qui nous écoutent ce matin. Oui, alors je n'aurai vraisemblablement pas le temps de les passer tout en revue, mais effectivement, à force d'animer ce genre de séminaire et d'écouter les participants et les problématiques qui sont les leurs dans leur relation au temps, j'ai fini par établir voilà, les 7 règles d'or, les 7 règles d'or du gardien du temps, comme je l'ai appelé. Ah, oui. Pas du temple. Oui. Du temps, Oui. 7 règles d'or du gardien du temps. Alors, la première, comme je le disais, c'est d'avoir un deal clair. Tant qu'il n'y a pas un deal clair, ça donne lieu à des incompréhensions, des malentendus, des doublons dans l'activité. Mais je croyais mais tu m'avais dit que, je pensais que, etc. Donc, on part dans... Quand le cadre n'est pas clair, ça part en dérive, c'est très clair. Donc, assurez-vous d'avoir un cadre clair avec votre manager. Ça suppose, est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'est ma mission? Est-ce qu'on est d'accord sur ce que sont mes secteurs clés de résultats? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est attendu de moi dans tel et tel domaine? Quels sont mes indicateurs de satisfaction? Donc, comment est-ce que je vais mesurer ma performance là-dedans? Quel est le pourcentage de mon temps que je suis censé passer dans tel aspect de ma fonction ou tel aspect de ma fonction? Et chose essentielle à mon sens, c'est d'avoir un reporting clair. C'est-à-dire, vous savez, le reporting est un élément essentiel. Ça suppose quoi?
quelle est l'information dont mon manager a besoin, il la veut sous quelle forme et à quelle fréquence. Ce sont 3 éléments essentiels du reporting qui permettent une fois de plus de clarifier, je reviens à ça, sur l'accord, le deal entre mon manager et moi. Et ça donne un confort, d'abord pour le manager, parce que lui, à ce moment-là, il a l'information qui lui remonte et l'information dont il a besoin pour pouvoir piloter l'activité. Et tant que les indicateurs sont dans le vert, il n'a pas de souci à se faire. Et c'est simplement une information qui remonte. Alors, quelle est l'information? La question que le manager doit se poser, c'est quelle est l'information pertinente dont j'ai besoin par rapport à ce que fait mon collaborateur? Qu'est-ce que je ne peux pas ne pas savoir? Et ça peut être un indicateur parfois très simple. Eh bien, il doit définir quel est cet indicateur. Je le veux sous quelle forme? Est-ce qu'il va me redonner cet indicateur par mail, dans un entretien en face à face, lors de la réunion d'équipe, lors d'un QRQC? À quel moment est-ce que cette information va me remonter? Ça, c'est un point essentiel. Et sous quelle forme, je veux dire? Et troisièmement, c'est à quelle fréquence? Donc, quelle info? Sous quelle forme? À quelle fréquence? Une fois que pour chacun de mes collaborateurs, j'ai défini ce reporting-là, c'est un peu comme un commandant de navire, il ne va pas aller voir dans les machines ce qui se passe ou dans les cuisines, etc. Non, on lui remonte l'information pertinente et ça lui permet de piloter. Et lorsqu'il y a un wording, une alerte quelque part, il dit attention ici ça dérive, là on peut prendre le temps pour aller voir. Mais j'ai vu des managers qui sautent comme des cabris d'un côté à l'autre et qui réagissent aux urgences. Sur leur chaise. Voilà exactement. Non, ils sautent d'un côté à l'autre, ils réagissent à une information tout à coup qui leur remonte et puis ils passent à côté des choses beaucoup plus importantes, simplement parce qu'ils n'ont pas mis en place ce mode de reporting. C'est un vecteur de gain de temps mais considérable. Clarifier le deal et clarifier le mode de reporting. C'est essentiel. Alors ça, c'est la première des règles. C'est une des 7 règles, effectivement, une des 7 règles qui est reprise. Oui, alors ça nous en laisse 6 autres. Alors, Philippe. une autre qui me semble essentielle, vraiment capitale. Vous le savez, la plupart des managers, je crois qu'on est à plus de 70% de managers, estiment qu'ils sont accaparés par des urgences opérationnelles. Donc le nez dans le guidon en permanence et qu'ils n'ont pas le temps, disent-ils, de s'extraire de ce flot d'urgence pour prendre un petit peu de recul. Alors, c'est la réponse qu'on fait souvent. Alors, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, voilà. Je manque de temps, etc. Voilà. Donc, alors, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue à la première personne. J'ai une amie qui est nommée CEO dans une usine dans le nord de la France, en Normandie, et le climat social est assez détestable, même au sein de son CODIR. Elle me dit, écoute, viens, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Et je me retrouve dans une réunion avec le CODIR, le comité de direction, et justement, il se fait que ce jour-là, l'objet de la réunion du CODIR, c'était comment améliorer le climat social dans l'entreprise. Alors voilà ce qui se passe, et je ne caricature pas. Un des membres du CODIR dit moi j'ai déjà connu ça dans une expérience professionnelle intérieure, et vous savez ce qu'on a fait qui a beaucoup contribué à améliorer le climat social, c'est qu'on a organisé des journées portes ouvertes. Et donc ça a permis aux gens de se fédérer, parce que les parents allaient venir, les familles, les amis, etc. Et donc il y a vraiment eu un mouvement de solidarité qui s'est mis en place pour nettoyer l'usine, pour faire en sorte que... Voilà, et je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de ce type-là. Donc le type arrive avec une idée. Tiens, on pourrait faire ça. Ça, c'est une perspective, une idée, c'est une option. Là-dessus, il y a un de ses collègues qui le regarde et qui dit ouais, enfin bon, je sais pas comment tu veux qu'on organise ça. Où est-ce que tu regardes déjà le parking? On n'a pas un parking assez grand pour accueillir tous ces gens, ça marchera jamais. Donc, il y en a un qui arrive avec une idée, une option, l'autre qui bloque avec une modalité. C'est de l'ordre tactique. Le premier est dans l'ordre stratégique, tiens, une option. L'autre est dans le bloc avec un niveau tactique. La modalité ne le permet pas. Là-dessus, il y a un troisième qui prend son téléphone devant tout le monde. Il dit attends, moi j'ai un copain qui loue des minibus. Donc peut-être qu'on peut lui demander, attends, je l'appelle, tac, tac, tac. Donc en l'espace de 30 secondes, il y a un type qui est dans du stratégique, l'autre dans du tactique et le troisième dans l'opérationnel. Donc il y a 3 horizons. Il y a le temps long, le temps stratégique et le temps de l'option, des possibilités, de la créativité. C'est du jaune. Jaune, la luminosité de l'idée. Après ça, il y a le tactique. Le tactique, c'est quoi? C'est le temps du moyen terme. Le moyen terme, c'est la faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Quels sont les moyens, les ressources nécessaires en temps, en argent, en compétences, en personnel, etc. C'est le niveau tactique, le niveau des modalités. Et puis, il y a le temps opérationnel qui est le temps du plan d'action, du faire. Eh bien, je suis frappé de voir à quel point, y compris dans des réunions d'équipe, de CODIR même, à quel point les gens n'ont pas conscience de cette différence. Et donc, je distingue, je leur donne des fiches jaune, bleu et rouge. Vous voyez, pour dire voilà, le temps stratégique, tactique ou personnel. Dans quoi êtes-vous? Et ne répondez pas à du jaune avec du bleu ou du rouge. Oui. C'est comme si vous dites,
à votre conjoint, tiens chérie, Bah, que mais penserais-tu c'est d'aller faire un week-end bah, hein? oui, bah, vous lisez dans mon esprit parce que c'est vrai que bon, quand on s'intéresse à, disons, la façon de déployer son temps, on peut être dans le surgissement de l'idée et puis, Voilà, d'autres fois on peut être dans, oui, l'analyse dans le détail, dans, disons des façons qu'on a de l'habiter cette idée parce qu'elle est amenée à s'incarner dans la vie. exactement. Et Donc ce sont 2 prismes. Certains effectivement sont toujours dans le prisme de l'opérationnel et voilà, souvent voilà, et d'autres, on dit qu'ils ont la tête dans les nuages, mais voilà. quelquefois mais oui, Et il faut les deux, mais au bon absolument. moment. Si vous dites à votre femme, tiens chérie, que penserais-tu d'aller faire un week-end, que sais-je moi, à Fès ou au Oui, mais Mazagan, comment? etc. Qu'est-ce qu'on a? Alors elle Oui, va dire, oui, qui va prendre soin des enfants? Ah, oui, ah oui, bah non, mais est-ce que sur l'idée, le principe, ça te séduit ou pas? Et après, on verra si c'est faisable. Mais oui, voyons d'abord, est-ce que tu valides l'idée? Est-ce que l'idée oui, te séduit? À ce moment-là, on pourra étudier dans un deuxième temps oui. les modalités nécessaires On éventuellement. va essayer de l'étudier cette idée-là pendant la respiration musicale et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Et pour ceux qui se joignent à l'émission, je rappelle que nous sommes avec Philippe Ballot, avec lequel nous évoquions les 7 règles d'or dont nous avons parlé il y a de cela quelques instants, en citant quelques exemples ou quelques-unes des 7. Alors je sais que on a interrompu, disons, l'énonciation des autres, Philippe Ballot. Alors je voudrais qu'on reprenne. Oui, bien volontiers. Bah, Oui, nous avons déjà défini l'importance d'avoir un cadre clair, donc d'avoir une mission clairement définie, un mode de oui, reporting entre le manager et le manager. Ça, oui, c'est essentiel. On a parlé deuxièmement de savoir distinguer les horizons temporels, c'est-à-dire le temps stratégique, le temps tactique, le temps opérationnel, ce qui veut dire le long terme, le moyen terme et le court terme. Et donc se rendre compte qu'il y a là que chacun de ces horizons correspond à des activités différentes. Le temps stratégique, c'est plutôt pour définir une vision, dégager une vision, proposer des options, c'est de l'ordre de la créativité, c'est jaune, c'est l'idée lumineuse, etc. Le niveau tactique, l'horizon moyen terme, ben, c'est de l'ordre de l'étude de la faisabilité, c'est l'étude des moyens, des modalités nécessaires, c'est voir est-ce qu'on peut se permettre, quelle est la meilleure option qu'on peut s'offrir, qu'on peut se permettre. Ça, c'est le temps tactique, le temps des moyens. Et puis finalement, il y a le temps opérationnel, qui est le temps de l'action, le plan d'action, qui fait quoi, pour quand, comment on mesure, quand est-ce qu'on en reparle, etc. Donc, savoir distinguer ces différents horizons temporels est une deuxième règle essentielle des gardiens du temps. Alors, il y en a une que j'apprécie. On a déjà parlé aussi de la troisième, en disant que le temps est une ressource rare et que donc réfléchir à l'affectation optimale de ce temps est une nécessité première du manager. oui, Alors, il y en a celle sur laquelle j'aimerais m'arrêter. Pour moi, elle est vraiment essentielle. C'est euh, considérer le temps nécessaire à la préparation de l'action. Beaucoup de choses se jouent là. C'est donc du temps tactique, hein, le temps de la préparation de l'action. Et il y a cette phrase que je trouve très inspirante de Lincoln qui disait: s'il m'était donné 8 heures pour abattre un arbre, j'en passerais plusieurs à aiguiser ma hache. Alors ça, c'est exprimé avec une très belle métaphore beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des managers qui s'esquintent à faire un paquet de trucs, mais ils s'épuisent parce qu'ils n'ont pas aiguisé leur hache. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas préparé leur action. Donc ils se lancent tête baissée dans l'action, et puis ils se rendent compte en cours de route, tiens, ah zut, j'ai pas pensé à ça, on a oublié ça, vite, mettre pression sur les équipes, vite, acheter à 3 fois plus le prix, parce qu'il nous le faut tout de suite maintenant, parce qu'on n'a pas anticipé. Donc le temps de l'anticipation, le temps du tactique, suppose que je sache m'extraire de mes tâches opérationnelles pour préparer cette action et réfléchir. C'est une chose que j'ai beaucoup vécue, par exemple, avec des personnels qui viennent du terrain. Vous avez des opérateurs qui sont nommés, par exemple, chefs de ligne, etc., etc. Eh bien, la grande difficulté de ces gens, la plupart du temps, au-delà du rapport qu'ils ont avec leurs anciens collègues, qui n'est pas toujours facile à gérer parce que je suis maintenant le chef et avant on était les copains, ah oui. ça c'est un aspect qui n'est pas facile à S'extraire gérer. toujours du groupe, bon, Ouais, voilà, ne nous voue pas que de bons sentiments. n'est-ce pas? Ah, ça, N'est-ce pas? Ça peut être de la jalousie, ça peut être beaucoup de ah choses. bah c'est le ressentiment, c'est une grande affaire. Bien sûr. Ah. Alors l'autre aspect, Mm. et l'aspect justement lié à la gestion du temps, c'est que cet opérateur qui a une très grande compétence technique, qui sait gérer sa machine comme il le faut, etc., une fois qu'on le met en fonction de management où il doit diriger des gens, ben, parfois certains me disent mais j'ai l'impression de culpabiliser quand je culpabilise quand je suis pas au pied de ma machine. J'ai l'impression de ne rien faire et je me sens mal en fait. Je me sens mal du regard d'autrui sur moi. Regarde, il est dans son bureau, il fait rien. Mais alors que ce temps dans le bureau est un temps associé justement pour préparer l'action, pour anticiper le temps de maintenance, pour acheter de nouvelles pièces, etc. Donc Oui.
vous voyez, cette notion de temps là, et de temps tactique est est vraiment essentielle. Oui, et quand effectivement on a l'impression de déployer bon, ses capacités, ses compétences dans une direction qui ne nous procure pas nécessairement la satisfaction dans l'action, on a l'impression que notre tâche n'est pas des plus nécessaires. Alors nous sommes dans la gestion du temps opérationnel, puisqu'il est 11h30 et c'est l'heure des actualités qui nous sont présentées par Karim Dronet qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et on se retrouve pour la dernière demi-heure de notre émission des experts ce matin. On reste, je le rappelle, toujours ouvert à l'échange. Si vous avez des avis à partager ou des témoignages, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission. Ce matin, nous sommes avec Philippe Allot, qui est consultant, qui est formateur, qui est coach. Nous nous intéressons à la gestion du temps et nous en étions à l'aspect, entre guillemets, pratique, puisqu'il s'agit concrètement de savoir quels sont les outils dont nous disposons pour mieux, piloter notre affaire, qui est souvent, tout simplement l'expérience qu'on mène ou qu'on décide de mener dans notre vie. Philippe Allot. Tout à fait. Alors, donc je tiens à rappeler l'importance de la préparation de l'action. Vous constaterez que dans n'importe quelle activité humaine, prenons par exemple le domaine sportif, parfois pour une prestation qui dure quelques secondes, prenez le saut à la perche, le gars s'est entraîné. 100 mètres, c'est entraîné pendant des années. Exactement. Pour une prestation qui dure quelques dizaines de secondes, ou moins, possiblement. Exactement, et ça nous renseigne sur quoi? C'est mieux ta préparation sera faite, plus tu seras efficace dans l'action. Donc attention, prends le temps tactique nécessaire de préparation pour être efficace dans le temps opérationnel. Dans les entreprises, il y a parfois une division du travail, et ceux dont le métier, entre guillemets, consiste à s'intéresser exclusivement à ce temps long, et d'autres ont pour mission, entre guillemets, de gérer le temps opérationnel. Oui, c'est exact. En même temps, je pense que pour pratiquement sauf pour quelqu'un qui a une tâche vraiment totalement opérationnelle, et encore, mais je pense que dans chaque fonction, chaque personne peut se dire, j'ai une part de mon activité qui nécessite ou mérite un certain pourcentage de mon temps stratégique, une partie de mon temps tactique et une partie d'opérationnel. Et le middle management devrait accorder beaucoup plus d'importance au temps tactique, donc au moyen terme, qu'au court terme. Parce que quand il ne consacre pas ce temps-là, son action ne va pas se dérouler dans les meilleures conditions, c'est très clair. Parce qu'il y aura des oublis, des erreurs, des manquements, etc. Et ça va se mettre... Là, on va entrer dans une boucle, cette fameuse boucle, ce cercle vicieux de l'urgence opérationnelle. Parce que l'action aurait été très mal préparée. Donc ça, même... Alors, il est clair que il y a des personnes qui sont en recherche et développement. Et effectivement, elles sont en train de cogiter, de penser. Oui. Voilà, le secteur aéronautique. S'intéresse à l'aspect stratégique dans un secteur donné. Effectivement, à certains incombent cette mission-là. Oui, tout à fait. Et il y a des gens qui, par exemple, dans le secteur aéronautique où je suis très présent, on réfléchit par exemple sur comment faire en sorte que les moteurs fassent moins de bruit, que les moteurs soient plus économes, soient moins polluants, etc. Donc il y a une dimension de recherche. Maintenant, j'insiste, dans chaque fonction, chacun a une part de temps stratégique, tactique et opérationnel. À lui de voir comment il la répartit, ça c'est un point vraiment essentiel. Vraiment essentiel. Oui. Et oui. Alors vous parliez des supports aussi. Vous parliez des supports, comment s'y prendre concrètement. Alors, il y a des supports qui existent pour mieux gérer mon temps. Alors, je pense à un outil très connu, mais très opérationnel, qui est la fameuse matrice d'Eisenhower. Cette matrice, pour rappel, Eisenhower, à la veille du débarquement du 6 juin 1944, se trouvait totalement noyé par l'ensemble des choses qu'il avait à gérer. Et il se disait, je ne vais jamais y arriver. Je n'ai pas le temps, je ne vais pas y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une feuille de papier et il a dit, bon, qu'est-ce qui est vraiment important et urgent? Ok, qu'est-ce qui est important mais qui n'est pas tout à fait urgent? Et puis, qu'est-ce qui est urgent mais pas vraiment important? Et puis, qu'est-ce qui est ni important ni urgent? Et donc, il a catégorisé l'ensemble de ses activités en donnant bien entendu la priorité à l'important urgent. Et puis, pour éviter le piège de je réponds à l'urgence, même si ce n'est pas important, il s'est dit non. Le grand piège, c'est d'avoir une liste d'activités importantes non urgentes. Et la tendance naturelle, comme ce n'est pas urgent, je retarde. Je ne vais pas le faire tout de suite. Et je ne planifie pas, c'est important. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après un moment? C'est que l'important non urgent va lui aussi devenir important urgent parce que je l'ai négligé. Vous voyez? D'où l'important. Et on se réenferme dans le cercle de l'important urgent et donc de courir après les urgences. Donc, si je veux récupérer le contrôle sur mon agenda, quand je regarde les tâches importantes, non urgentes que j'ai à faire, il est essentiel que je calibre ces tâches-là en me disant, OK, quelle est l'échéance ultime que je peux me donner?
et je note la deadline, l'échéance, à telle date. Ah oui. Je vérifie le volume horaire, combien de temps ça va me prendre. Et troisièmement, comment, certains disent, je vais saucissonner l'éléphant, c'est-à-dire comment je vais répartir cette tâche de façon à ce qu'entre maintenant et l'échéance, j'ai pu abattre l'essentiel du travail. Donc, ce qui suppose, et j'insiste beaucoup auprès de managers, si vous n'êtes, comment dirais-je, je vous invite à réserver dans une semaine au moins 2 demi-journées où vous travaillez, entre guillemets, à bureau fermé. Vous n'êtes pas là. Et il faut que vos collaborateurs le sachent. Vous ne devez me solliciter que s'il y a vraiment le feu dans la maison. Mais sinon, pourquoi? Parce que ce temps-là que je me réserve est un temps, justement, un temps de préparation, d'analyse, ou de travail de long terme. Oui, ça c'est dans l'entreprise. Après, effectivement, on peut aussi répondre, disons, à cette catégorisation que vous venez de suggérer pour sa vie, pour le chemin qu'on souhaite mener. Bien entendu. Et en ce sens, il faut un temps pour définir ce qui est important, un temps pour définir ce qui est urgent. Et là, on ne peut pas faire l'économie de la sensibilité à laquelle il faut être là. Dont nous parlions au début d'émission, Oui. Philippe Allot. Alors, tout à fait. Raison pour laquelle, regardez, quand je parle de l'important, nous avons défini des critères pour calibrer le niveau d'importance. Mhm. Donc, par exemple, il y a le niveau d'importance. Qu'est-ce qui va être dans la catégorie important et non important? Alors, dans la catégorie important, nous avons mis essentiellement 3 choses. La première, c'est si tu ne le fais pas, tu hypothèques ta mission. Donc ça, c'est le niveau d'importance 1. Tu ne peux pas hypothéquer ta mission. Donc si tu veux que ta mission avant fonctionne, voilà, ça c'est de l'ordre d'importance. Donc c'est vital. C'est le niveau 1, c'est le niveau vital. Le niveau 2, c'est le niveau nécessaire. Si tu ne fais pas cette action-là, tu es en stand-by. Ta mission, tu t'arrêtes. Et le 3e niveau, c'est une action particulièrement utile, donc à grosse valeur ajoutée. Lorsque une tâche que j'ai participe d'une de ces catégories-là, c'est vital, c'est nécessaire ou c'est particulièrement utile par valeur ajoutée, je catégorise ça dans le cadran important. Le reste, c'est oui, c'est utile, soit ça convient, une convenance, ou simplement fun to have, c'est sympathique de l'avoir. Ah oui. Oui, et donc là au moins ça me donne à chaque fois l'occasion de catégoriser le niveau d'importance de la tâche. Parce que la tentation, c'est toujours dire ça, oui, c'est important et c'est urgent. Non, Oui. prenons le temps de discerner. Quoi. Mais ce qui est aussi sympathique d'avoir, c'est la respiration musicale. Déjà. Déjà. Avant de Poursuivre. poursuivre, effectivement, la dernière ligne droite pour Merci, notre Bab. émission. Et bien entendu, nous restons toujours ouverts à l'échange si vous souhaitez prendre la parole. C'est au standard. Et nous sommes avec notre invité Philippe Ballot, et c'est vrai qu'on occupe son temps dans des modalités différentes. Alors des fois on a l'attention qui est comme un faisceau lumineux qu'on braque sur un aspect, et des fois on parle d'actions multitâches. Et dans la dispersion, on définit un certain nombre d'éléments qui habitent notre esprit et qui mobilise notre énergie dans un temps imparti, Philippe Ballot. Alors, dans la gestion du temps, dans l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose de recommandé? En tout cas, c'est un fonctionnement qu'on retrouve naturellement et peut-être de façon plus diffuse ou à des occurrences beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'hier, Philippe Ballot. Alors, ce qui est sûr, c'est que le rapport au temps, en 30 ans, s'est profondément modifié, pour ne pas dire altéré. Pour quelles raisons? D'abord parce qu'il y a eu un laminage de la pyramide hiérarchique, c'est-à-dire qu'on on a supprimé des niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, ce qui veut dire que certains niveaux portent beaucoup plus que par le passé. Donc ça, c'est une charge de travail beaucoup plus importante. La charge de travail est la même, mais elle est répartie sur moins d'épaules. Première chose. Deuxième chose... Du fait de la compétition. Il y a aussi de la... Exactement. Et de la concurrence. Exactement. Un deuxième aspect, c'est le fait qu'il y a ce devoir d'immédiateté de la réponse qui est attendu aujourd'hui par l'Internet, par les mails, par la téléphonie mobile. Donc les gens... Le temps regretté où on devait attendre effectivement qu'une lettre nous parvienne. Exactement. Où on devait attendre aussi de pouvoir y consacrer le temps nécessaire pour la rédiger. Donc c'est très différent. C'est terriblement différent. Je me rappelle du temps où
pendant les séminaires, les gens attendaient la pause pour entrer dans une cabine téléphonique du lieu de séminaire où j'étais pour pouvoir passer le rappel téléphonique. Aujourd'hui, ma première consigne quand j'entre en séminaire, c'est switch off. Je veux que les téléphones doivent être éteints. Et justement, pour une raison de temps, je dis écoutez, ça n'a aucun sens. On s'extrait de notre quotidien pour pouvoir réfléchir à l'amélioration. On est dans du temps tactique, voire stratégique. C'est pas le moment de se faire attraper par des urgences opérationnelles par le téléphone. Donc, s'il vous plaît, éteignez le téléphone. Sauf si, bien entendu, il y a une urgence familiale. Un parent malade ou autre, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, vous voyez, même là, c'est juste dans des détails pareils que se manifeste la différence entre les temps stratégiques, tactiques ou opérationnels que j'évoquais tout à l'heure. Et avec ça, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, non, mais c'était par rapport effectivement le multitâche. Des fois, effectivement, on est là, on est un peu là, on est aussi un peu ailleurs et notre attention est fractionnée. Et quelquefois, c'est la façon, la modalité, entre guillemets, qu'on estime optimale pour mener son affaire à bien. Philippe Ballot. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est judicieux? Dans quel cas ce peut l'être? Est-ce que c'est une des capacités humaines? À faire quoi, dites-moi? De traiter parfois plusieurs aspects en même temps. Oui. Alors là, je pense que les profils psychologiques jouent beaucoup. Oui. Il y a des personnes qui ont besoin d'être focalisées sur une seule chose à la fois et d'aller en profondeur. On trouve ça à la fois dans des modèles comme Process Communication ou les types de personnalité de Jung, le MBTI, où on voit des personnes ils se focalisent sur une chose à la fois et ne supportent pas d'être dérangés dans leur protocole, dans leur façon d'aborder le réel. D'autres personnes, au contraire, ont besoin de ces stimulations permanentes, entre je le regarde, etc. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des règles générales par rapport à ça? Moi, je pense qu'il peut y en avoir, mais ce qui est important, c'est que chacun puisse identifier son mode de fonctionnement optimal par rapport à ça. Moi, j'avoue que j'aime être occupé à plusieurs choses plus ou moins simultanément. Même dans la lecture des ouvrages que je fais, je lis plusieurs bouquins à la fois. Et ça me convient très très bien. J'ai des difficultés à me concentrer longuement sur une même tâche. Surtout si ce sont des tâches très, comment dirais-je, Rébarbatives. Rébarbatives ou qui demandent une attention à des choses très pragmatiques ou comment dirais-je, concrètes, voilà. J'ai une intelligence plutôt conceptuelle que matérielle, concrète, raison pour laquelle j'ai dû mettre en place justement ces séminaires de gestion du temps pour pratiquer ce que j'enseigne, ce qui est toujours une bonne idée. Il est certain. Et c'est vrai qu'il y a une disposition, on a une façon particulière de voir ce qui nous convient. Disons la modalité qui nous paraît la plus judicieuse. Après, il y a des traditions où on se discipline des fois, entre guillemets, à envisager des modes opératoires qui sont sensiblement différents de ceux qu'on a pris le pli d'adopter dans sa vie. Et on ne sait pas bien pourquoi. Philippe Ballot, bon, je pense, dans des traditions asiatiques, on mange. On regarde. Et c'est au contraire un chemin qui est préconisé. Mais ça me paraissait peut-être un petit pas de côté intéressant d'aborder. Mais j'en reviens peut-être à un des aspects ou une des règles que nous n'avons pas eu toute l'occasion de citer. Philippe Ballot, ce sera probablement notre mot de conclusion pour cette émission. Écoutez, je constate qu'un des grands facteurs de perte de temps également dans l'entreprise, ce sont les communications mal cadrées. Alors pour n'en citer qu'une, je parle des réunions. Je suis étonné de voir le temps qui est perdu en réunion inutile, inefficace. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne distingue pas, comme je le disais tout à l'heure, le temps stratégique, tactique, opérationnel, donc le jaune, le bleu et le rouge, et donc on se mélange les pinceaux dans ces différentes considérations. Les gens ne s'écoutent pas, ne reformulent pas, ne capitalisent pas sur ce qui a été dit, mais sont en réaction à ce qui a été dit. Tu dis un truc, je rebondis. Ah oui, ben non, parce que, etc. Et donc, je vois des réunions qui ne sont pas du tout cadrées, parce que les managers ne sont pas formés à une conduite de réunion efficace. C'est pour ça qu'on a donné le nom d'une maladie à ce type de réunion, la réunionnite. Voilà, exactement. Alors, réunionnite, c'est le fait d'avoir des réunions pour tout et n'importe quoi. Ici, c'est encore différent. C'est ne pas savoir gérer une réunion. Nombre de managers ne sont pas formés à la conduite de réunions efficaces. Et c'est vraiment un sujet de séminaire à part entière. Et les amener par l'exercice pratique, la mise en situation et les jeux de rôle alors c'est vrai pour des réunions comme c'est vrai pour des entretiens. Il y a des entretiens qui partent. Je vous donne un simple exemple. Quand on démarre en entretien, on doit toujours commencer par cadrer l'entretien. C'est-à-dire, voilà ce dont il va être question. Voilà l'objet du jour, pourquoi j'ai souhaité te rencontrer.
c'est cadré. Et là, je suis dans une dimension directive. Je Oui. porte du cadre. Ça, c'est le non négociable. Voilà de quoi on va parler. Le gars arrive systématiquement en retard. Je vais cadrer. Je te rappelle que la règle, c'est que qu'on soit au boulot à telle heure. C'est dans un deuxième temps simplement que je peux solliciter. Je dis, OK, peux-tu m'expliquer ce qui fait que et que comptes-tu mettre en œuvre pour éviter que ces retards. Donc, commencer par cadrer avant de solliciter. Je suis frappé de voir comment nombre de managers sautent directement sur « Attends, discutons un peu de ce truc-là parce que ça ne va pas ce que tu fais ». Non, nous devons d'abord cadrer pour rappeler les choses. Donc, toutes ces notions essentielles de gestion d'un entretien, comment se gère un entretien, quel qu'il soit, l'entretien de fonctionnement, l'entretien de recrutement, l'entretien d'évaluation, l'entretien de feedback, etc., ce sont des savoir-faire. Alors, notre émission est cadrée, qu'on le veut ou non, mais fort heureusement, on peut toujours récidiver, c'est-à-dire avoir d'autres opportunités d'aborder les différents aspects qui peuvent nous intéresser. Alors, il est 11h57, bientôt l'heure des informations, un journal d'information en langue arabe qui nous sera présenté, et je souhaite à tout un chacun une excellente suite des programmes sur notre antenne sur Atlantique. Les experts sont sur Atlantique.